Carte sur table, c'est votre espace de radioscopie de l'actualité sociopolitique avec des personnalités de grande réputation. Carte sur table, c'est aussi une émission interactive qui vous permet de poser des questions à nos invités. Carte sur table, c'est tous les dimanches à partir de 9 h sur la 88.6, sur nos plateformes digitales YouTube, groupe de presse Le Matinal et sur Facebook Radio Océan 88.6 MHz. Océan FM, le défi continue. Bonjour à toutes et à tous, nous sommes dimanche et c'est l'heure de votre émission 4 sur table. Merci de nous renouveler ce contrat de confiance sur ce programme. Est disponible aussi en mode vision sur nos canaux digitaux, YouTube, groupe de presse Le Matinal, Facebook, Radio Océan 88.6 FM. À quelques semaines des élections législatives de janvier 2023, les partis politiques rivalisent d'ardeur, de stratégie pour s'offrir une position dans l'arène politique et pourquoi pas au Parlement en janvier 2023. Dans l'opinion publique, les jeux de fusion, de dissolution, de démission ou encore d'adhésion s'analysent essentiellement comme un marché ouvert sur fond de calcul d'intérêt avec un risque énorme de remise en cause de la réforme du système partisan. Avec mon invité Jacques Ayadji, président du parti Mouel Bénin, nous évoquons le sujet dans un langage de vérité et c'est ici et maintenant que nous installons le débat. Carte sur table, la question de l'auditeur. Carte sur table, le débat. Jacques Ayadji, bonjour et merci de répondre à mon invitation. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Salut aux auditeurs, auditrices de Océan FM. C'est un plaisir pour moi de retrouver ce studio que j'ai perdu de vue un moment. C'est un plaisir partagé, Jacques Ayadji. Vous êtes le président du parti Mouvement des élites engagées pour l'émancipation du Bénin, en abrégé Mouel Bénin. Tout au long de cette émission, vous partagerez avec nos auditeurs votre lecture sur des sujets politiques, mais également sur le processus électoral en cours au Bénin. En juin 2018, avec vos compères, vos compatriotes, vous êtes décidé à offrir au peuple béninois un parti. Mouel Bénin est né à Dassa, c'est bien ça? Bien entendu. Alors, depuis lors, disons, qu'est-ce qu'on peut retenir de l'examen clinique que vous faites de la vie de votre parti? Mouel Bénin se porte très bien. Mouel Bénin est dans sa marche, fait ses premiers pas. Ces pas qui sont décisifs et qui nous conduisent vers l'objectif que nous sommes assignés. Donc, il n'y a que de bonnes nouvelles à Mouel Bénin. Alors, vous semblez dire qu'il n'y a que de bonnes nouvelles, disons, à Mouel Bénin. Nous savons que dans la vie de toute organisation, il y a aussi des moments de faiblesse, des moments, disons, de baisse de forme. Est-ce que Mouel Bénin, c'est comme ce long fleuve tranquille en réalité? Bon, vous savez, lorsque vous êtes un être humain et que vous foulez le sol de ce monde ici-bas, eh bien, vous ne commencez pas à marcher, comme on appelle, à deux pieds, tout de suite. Il y a une marche. Et quand vous allez à quatre pattes, l'envie vous prend d'aller à deux pieds, vous trébuchez, vous tombez, vous relevez. C'est pas parce que l'enfant qui est né et qui entreprend de marcher tombe une fois qu'il renonce à marcher. Il se relève, il peut retomber, etc. Donc Mouel Bénin a fait ce parcours et aujourd'hui, Mouel Bénin est dans une phase de sa croissance. Alors nous avons observé il y a encore quelques semaines, il y a encore quelques mois, disons ce que j'appelle volontiers une certaine hémorragie interne au sein du parti Mouel Bénin avec des vagues de démission, même au sein du bureau politique que vous présidez. À l'époque, d'aucuns avaient parlé donc d'une crise de croissance, d'une crise de maturation. Aujourd'hui, est-ce que vous ne vous sentez pas un peu orphelin de ce départ? Ben,
vague de démission, je crois que c'est exagéré. Parce que ce qu'on appelle démission, ce qu'on peut appeler vague de démission, je pense que c'est maintenant que nous observons cela. Donc moi, Béné, c'est vrai, il y a quelques camarades qui sont partis. Et donc il faut le regretter. Pas de monde quand même. Hein? Ben écoutez, il y a pas, dans la vie, en général, il n'y a pas d'homme ou de femme irremplaçable. L'essentiel est que l'organisation tienne, et je crois que Moël Béné tient. Lorsque vous prenez, comme on appelle, la croissance dentaire, même au niveau de l'être humain, lorsque vous commencez par pousser des dents, eh bien, si vous n'en perdez pas du tout, vous n'allez jamais aboutir à une dentition définitive. Donc, je pense que Moël Béné a traversé cette phase-là, et je ne peux pas dire qu'il y a eu une vague de démission, parce que depuis que Moël Béné existe, on peut encore compter au bout des doigts le nombre de départs du parti. Et ceux qui sont partis, je pense que si on les interroge aujourd'hui, ils seront dans une... je sais pas, je préfère censurer le mot, mais allez les yeux voulez-vous dire allez les interroger, puisque là où ils sont partis, là, vous voyez ce qui se passe aujourd'hui, par rapport même à l'esprit de la réforme du système partisan. On va en parler tout à l'heure, Jacques a dit, oui. Mais je reste toujours avec vous à Moël Béné, puisque ceux qui nous suivent ont envie de comprendre un peu comment cela se passe. Est-ce qu'il y a une démocratie vraiment interne au sein de ce parti? Bien sûr, bien sûr. D'abord, est-ce que vous me voyez? Je suis un président. Lorsque vous rentrez à l'intérieur du parti, vous allez entendre des propos du genre, on a un président qui n'est pas envahissant. Même il y a un certain secrétaire général qui est parti du parti et qui avait tenu ces propos-là publiquement. Donc, la démocratie à l'intérieur de Moël Béné est parfaite, en fait. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas une hiérarchie dans le parti. Ça ne veut pas dire que à certains moments, le président ne décide pas. Mais avant cette décision, il y a quand même un débat qui se fait, et puis bon... Le président a une voix prépondérante Moi, je ne l'utilise même pas. Là, de préséance quand même. Bien sûr, puisque je suis le premier... On sommes au CFM ici, non? Il doit avoir quand même un chapeau dont la voix peut valoir ce que ça peut valoir. Donc, ce n'est pas pour autant que c'est, comment on appelle, c'est un pouvoir personnel au niveau de Moël Béné. D'abord, un parti politique, c'est pas une société, c'est un groupe de personnes qui partagent un même idéal et qui se mettent ensemble pour mobiliser les hommes et des femmes autour, pour, in fine, conquérir le pouvoir d'État et l'exercer. Donc, si vous êtes président de parti et vous ne laissez pas le débat se faire à l'intérieur du parti, vous ne ferez pas le long feu. Hein. Donc, rassurez-vous qu'à l'intérieur de Moël Béné, il y a une démocratie, et que si vous n'êtes pas convaincu, je vous demanderai de venir faire votre adhésion au niveau du parti pour voir comment ça se passe à l'intérieur. Alors, je me plais bien pour l'instant dans la corporation dans laquelle j'évolue, Jacques Ayadi. On va peut-être aviser cette question plus tard. Alors, vous ne faites alors aucun lien entre votre style de management interne au sein du parti et même si vous tentez donc de minorer un peu les effets de ces départs et cette démission de vos camarades? Non, en fait, vous savez, il y a certaines personnes, certains camarades qui viennent qui adhèrent à des partis politiques, non pas parce qu'ils partagent forcément l'idéal ou les idéaux ou l'idéologie du parti. Ils viennent avec un agenda caché, avec des questions d'intérêt. Et donc, dès qu'ils observent que ça ne vient pas, ils courent ailleurs pour voir s'il ne fait pas mieux vivre ailleurs. Donc, c'est comme ça, il faut comprendre les départs que nous avons eus. Hein. Vous comprendrez que c'est à la suite donc d'une nomination de préfet.
à la suite des élections présidentielles de 2020. Notamment le préfet Bienvenu Milo-Rhin, c'est la suite de sa nomination que les problèmes ont commencé, que les gens ont estimé que bon, normalement c'est à eux qu'on doit donner un poste, il y en a, donc tout est parti de là, que bon, voilà, pourquoi on a choisi telle personne, donc tout est parti de là. Donc, moi je n'ai pas l'impression que si quelqu'un est convaincu des idéaux d'un parti politique, il ne va pas, à cause d'une nomination, ne pas avoir la patience peut-être d'attendre. Alors justement, puisque vous ouvrez le sujet, c'est l'occasion pour moi de mieux comprendre. Pourquoi à l'époque vous aviez eu une préférence pour Bienvenu Milo-Rhin par rapport à d'autres du parti? Je pense notamment à l'ancien secrétaire général, monsieur... son nom va me revenir. Service BBO Aguia aussi, qui était un compagnon de lutte avec vous. Pourquoi aviez-vous eu une préférence pour le préfet Milo-Rhin à l'époque? D'abord, je dois être honnête en disant que le dossier de celui dont vous parlez là n'a pas été envoyé au chef de l'État parmi les propositions de Moël Bénin. Non. Mais d'autres dossiers, plusieurs autres dossiers ont été envoyés. Parce qu'un préfet, c'est quand même un profil donné. Donc, il ne suffit pas d'être militant de Moël Bénin pour être proposé au poste de nomination de préfet. Donc, lorsqu'un chef d'État ou même une autorité vous demande de faire des propositions pour nomination, vous ne lui donnez pas un seul nom. Vous lui donnez plusieurs noms. Et il fait son choix. Donc le chef de l'État a choisi Milo-Rhin parmi tout ce que nous avons eu à envoyer. Donc les autres qui n'ont pas été choisis ont commencé par bouder. Bon, quelqu'un a même dit que lui, en tant que... Non, je ne devais plus revenir sur la question. Parce que chaque fois que on me reçoit, ça me fatigue en fait. Donc quelqu'un a même dit que comme il était déjà assistant de préfet, il est plus proche du fauteuil du préfet et que donc si on doit choisir quelqu'un, ça doit être lui. Comme ça n'a pas été fait, bon, tout a commencé et tout. Donc laissons cette histoire-là et nous on est focus sur Moël Bénin, son avenir, sa participation aux élections qui viennent et la suite. Très bien. Et puisque vous m'offrez la transition, nous allons cette fois-ci justement parler des élections législatives de janvier prochain. Première question, Moël Bénin en tant que parti sera-t-il présent? Affirmatif. Affirmatif. Alors, et comment est-ce que vous vous préparez déjà à affronter cette bataille électorale-là actuellement? Mais vous suivez quand même l'animation de la vie politique dans le pays. Non? Vous ne sentez pas Moël Bénin plus que d'autres partis dans le pays. Nous sommes un parti politique au vrai sens du terme. Un parti politique respectueux de la réforme du système partisan dont nous participons normalement à l'animation de la vie politique. Donc à partir du moment où la Sénat a ouvert le processus électoral, nous sommes actuellement parallèlement ou concomitamment avec l'animation de la vie politique que nous faisons, nous sommes en train de préparer notre déclaration de candidature. C'est ce que nous faisons aujourd'hui pour remettre à la Sénat le 4 novembre prochain, si le calendrier ne change pas, un dossier sans faute, sans tâche, pour prendre part à ces élections en qualité de Moël Bénin. On se rappelle, il y a 3 ans en arrière, Moël Bénin avait quand même exprimé son envie de participer à ce scrutin législatif à l'époque, mais on ne sait pas ce qui s'est passé réellement. On a décelé, disons, quelques éléments d'incorrection dans vos dossiers. Le dossier a été transféré en temps à la Cour, mais le résultat, c'est qu'à la fin, Moël Bénin n'était pas présent au scrutin législatif de 2019. Comment vous préparez-vous? Comment est-ce que vous vous apprêtez pour ne pas revivre ces mêmes scènes? Les échecs forment. Les échecs forment, tout simplement. Les échecs forment. Vous êtes entouré, disons, de têtes bien pleines, bien faites. Vous savez, lorsque vous arrivez à traverser le désert, vous en sortez aguerri.
Moi, le Bénin aujourd'hui a guéri et vous verrez que le dossier que nous remettrons entre les mains de la Sénat le 4 novembre sera un dossier sans tâche. C'est pourquoi aujourd'hui nous sommes le seul parti politique à avoir minutieusement étudié la décision de la Sénat indiquant les pièces à fournir. Nous y avons décelé des incohérences et nous avons saisi la Sénat pour avoir des clarifications. Si nous n'avons pas pris la préparation de notre déclaration de candidature au sérieux, nous n'avons pas étudié cette décision de la Sénat de cette façon-là jusqu'à y déceler des problèmes qui nous ont amenés à saisir la Commission électorale nationale autonome. Et qu'est-ce que vous reprochez fondamentalement à cette décision qui établit l'élite à utiliser pour ce scrutin? Bon, la Sénat, si je dois dire les choses telles que nous les avons vécues, quand nous avons reçu la décision de la Sénat indiquant les pièces, nous étions à 1000 lieues de savoir que la Sénat avait inventé des pièces qui n'étaient pas prévues par la loi. Nous étions à 1000 lieues, on ne pouvait même pas imaginer, c'était pour nous inimaginable. Donc nous avons considéré ces pièces-là comme des pièces issues effectivement du code électoral. Mais lorsque nous les avons étudiées, nous avons noté quelques incohérences. On a dit donc il faut qu'on saisisse la Sénat pour avoir des clarifications. Je ne connais pas le courrier devant moi, mais de mémoire, je peux vous citer quelques incohérences pour lesquelles nous avons saisi la Sénat. La Sénat a demandé par exemple aux candidats de fournir la carte d'identité biométrique ou le certificat d'identification personnelle. Bon, pour nous, c'était pas un problème. Mais ça, c'est à un autre niveau. La Sénat nous demande de fournir l'extrait date de naissance légalisée. Lorsque vous analysez ces deux pièces, vous voyez une incohérence. Parce que si vous allez au niveau de l'ANIP pour demander la carte d'identité biométrique ou bien le CIP, la première pièce que l'ANIP vous délivre après le RAVIP, c'est l'acte de naissance sécurisé. D'accord? Cet acte de naissance sécurisé remplace l'extrait d'acte de naissance que vous avez. Donc, un Béninois qui a en sa possession l'acte de naissance sécurisé n'a plus le droit d'aller utiliser l'extrait d'acte de naissance. Voilà un Sénat qui nous demande la carte d'identité biométrique, dont nous demande de fait l'acte de naissance sécurisé et en même temps nous réclame l'ancien acte de naissance. Nous avons écrit à Sénat pour dire il y a problème. Expliquez-nous l'extrait d'acte de naissance dont vous parlez là. Est-ce l'acte de naissance sécurisé? Comme la Sénat demande l'extrait d'acte de naissance légalisé, nous avons demandé si c'est l'acte de naissance sécurisé, est-ce nécessaire de le légaliser? Parce que si vous suivez bien l'actualité, c'est que on n'a pas besoin aujourd'hui de légaliser l'acte de naissance sécurisé. Vous voulez faire un passeport, on vous demande l'acte de naissance. La direction de l'immigration et de l'immigration ne demande pas qu'on légalise. Donc on pose cette question. La Sénat dit non, moi je ne réponds pas à votre question. Moi je suis une structure chargée d'appliquer la loi. Moi je n'ai fait qu'appliquer la loi. Allez chercher les réponses à votre question dans le code électoral. D'accord? La Sénat nous demande le certificat de résidence signé par le maire ou l'un de ses adjoints. Entre-temps, nous avons appris que c'est du domaine de l'ANIP, la délivrance des certificats de résidence. Nous avons écrit à la Sénat, en fait c'est dans la même lettre, pour dire, écoutez, vous demandez un certificat de résidence signé par le maire ou l'un de ses adjoints. Qui délivre ce certificat entre le maire ou l'ANIP? La Sénat dit, je ne réponds pas. Je suis un organe de gestion des élections. Je ne fais qu'appliquer les lois. Allez lire le code électoral. D'accord? La Sénat demande des choses. Je n'ai pas tout en tête. Et puis, on pose des questions, même si les questions sont bêtes.
la Sénat doit nous répondre pour dire, voilà, même nous opposer un refus, c'était déjà un problème. Et nous avons dit que nous allons nous plaindre à la Cour pour ce refus. Mais comme la Sénat nous a dit d'aller lire quand même la loi pour avoir les réponses à vos questions, nous sommes allés maintenant dans le code électoral. Et quelle n'a pas été notre surprise de constater que sur 12 pièces que la Sénat demande aux partis politiques, il n'y a que 3 qui sont prévues par la loi. Il y a 9 autres qui sont soit non prévues, soit prévues, mais la Sénat a fait des ajouts. Par exemple, la carte d'identité biométrique ou le CIP n'est pas dans le code électoral. Donc la Sénat qui nous dit qu'elle n'a aucune prérogative pour toucher à la loi, a quand même eu les moyens de demander la carte d'identité biométrique qui n'est pas dans la loi. Dans la loi, on demande certificat de résidence tout court. Lorsque vous allez dans le code électoral, le code électoral demande un certificat de résidence, point. Mais la Sénat ajoute certificat de résidence délivré par le maire ou le siège adjoint. Or, la Sénat dit, nous, on n'est qu'un organe, on n'a pas le droit de toucher à la loi. Mais pourquoi ils ont touché à cet article pour nous indiquer, comment on appelle, l'autorité de délivrance. Or, si la Sénat avait dit, fournissez un certificat de résidence, nous n'allons poser aucune question. Nous allons voir dans le pays quelle est la structure qui est chargée légalement de délivrer cette pièce. Si c'est le maire, on ira vers le maire. Si c'est l'ANIP, on ira vers l'ANIP. Mais la Sénat dit telle chose. Donc plein de choses, je n'ai pas tout en tête. Et sinon, si je savais qu'il fallait aller sur ces questions. Ce qui est sûr, c'est dans notre recours. On a posé 9 questions. La Sénat a décidé de ne répondre à aucune des questions pour dire allez lire la loi. Et lorsque nous sommes allés dans la loi, elle a demandé elle a demandé 12 pièces en lieu et place de 3 contenus dans la loi. Donc, nous sommes aujourd'hui devant la Cour constitutionnelle parce que ce contentieux électoral, la Sénat doit se conformer à la loi au même titre que les partis politiques. Parce que les partis politiques et Sénat, nous sommes soumis à l'autorité de la loi. Alors vous êtes suspendu actuellement, disons, au verdict de la Cour. Oui, bien sûr, puisque la Cour va nous convoquer, nous allons faire le débat. Pour le contradictoire. Pour le contradictoire, on va faire le débat. Je vous invite à venir suivre ce débat-là pour le bonheur de vos auditeurs. Et on verra la décision de la Cour. Ce qui est sûr, la Cour ne pourra pas dire autre chose que ce qui est dans le code électoral. Mais vous n'êtes pas dans la tête des juges. Mais écoutez, la Cour, oui, donc si quelque chose, la Sénat jusqu'à nouvel ordre n'a pas un pouvoir de régulation. N'a pas un pouvoir de régulation. Ils sont là pour appliquer la loi. Donc, si la loi ne demande pas une carte d'identité biométrique, il ne peut pas nous demander ça. Si la loi ne dit pas que le certificat de résidence doit venir du maire ou de son adjoint, il n'a pas, etc. Donc, aujourd'hui, là, on sera devant la Cour. Ce sont des choses factuelles en réalité. Et c'est parce que nous sommes dans un pays où nous ne lisons pas. Parce que cette manière de faire de la Sénat ne date pas d'aujourd'hui. Parce que je me suis rendu compte, puisque vous m'avez demandé tout à l'heure comment on se prépare maintenant pour ne pas subir le même sort que en 2019. En 2019, nous n'avons pas comparé les pièces demandées par la Sénat au contenu de la loi. Cette fois-ci, nous l'avons fait. Et donc, moi, je pense que la Cour a une décision à prendre pour rentrer dans l'histoire. Parce qu'on ne doit pas complexifier, on ne doit pas créer des difficultés aux partis politiques pour participer aux élections. D'accord? Lorsque, par exemple, un candidat fournit sa carte d'identité biométrique, on ne doit plus lui demander sa carte de nationalité. Parce que si vous demandez la carte d'identité biométrique et vous demandez encore le certificat de nationalité, ça veut dire que vous êtes en train de dire à l'opinion internationale qu'il est possible au Bénin qu'un non-béninois ait, comment on appelle, la carte d'identité béninoise. Est-ce que c'est possible? Vous pensez que quelqu'un qui n'est pas béninois peut être détenteur de la carte d'identité béninoise? Ce n'est pas possible. D'accord? Lorsque je fournis ma carte d'identité là,
on n'a plus besoin de me demander mon date de naissance, sauf pour vérifier mon âge. Alors que sur la carte d'identité nationale, là, il y a la date de naissance. Donc, ce n'est pas la peine de demander des pièces redondantes. Ce n'est pas la peine. Nous avons des élections législatives où il n'y a aucun critère de résidence. Aucun. On ne dit pas que pour être député, il faut résider au Bénin. Personne n'a dit ça. Qu'est-ce que la Sénat veut vérifier? Qu'est-ce que les députés qui ont voté ce code électoral veulent vérifier au niveau des candidats en demandant un certificat de résidence? Est-ce que vous comprenez ce que je dis? On n'a pas dit que pour être... Je sais que pour le président de la République, on dit, bon, il faut, comment on appelle, résider au Bénin pendant la période des élections. Donc, on peut chercher à comprendre, on peut chercher à s'assurer que celui qui est candidat aux élections présidentielles réside au Bénin. Je sais que dans une ancienne vie au Bénin, on a dit que pour être député, il faut résider au Bénin au moins 1 an avant le scrutin. Aujourd'hui, cette disposition étant sautée, pourquoi pour les élections législatives, on va demander aux candidats de fournir une certaine résidence. Donc il faut que, franchement, nous puissions déconstruire, certaines choses. Mais Jacques a dit, vous étiez au Bénin quand, disons, cette loi était en train d'être votée, non? Mais je ne suis pas député. Je ne suis pas au Parlement. Vous êtes un acteur majeur, un chef de parti. Vous influencez aussi l'opinion. Vous pensez que... Vous aviez la possibilité à l'époque quand même d'élever la voix pour vous faire entendre. Pour dire quoi? Pour relever les incorrections, les incohérences dont vous parlez. Ce que je dis là, ce que j'ai dit aujourd'hui, ce que j'ai dit à l'ERTB, comment on appelle le dimanche, ce que j'ai écrit dans la lettre que j'ai envoyée à la Sénat, ce que j'ai écrit dans le recours à la Cour constitutionnelle, c'est des choses que j'ai eu à dire tout le temps. Même quand la Sénat nous a reçu la dernière fois, des partis politiques, dans une concertation, je suis revenu sur ça, pour dire, ne nous comportons pas au Bénin comme des ordinateurs, ou bien des robots. Nous sommes des hommes. Donc, si vous avez une liste de pièces, même si c'est dans la loi, là, il faut montrer que nous sommes des hommes. C'est un logiciel qui ne sait pas faire la part des choses. On dit ceci doit. Mais, si la loi demande la carte d'identité nationale, là, pour montrer qu'on est béninois, on n'a plus besoin de cette carte de nationalité. Est-ce que vous êtes d'accord avec au moins la logique? Est-ce que vous êtes d'accord que quelqu'un qui a le passeport béninois, d'accord, on ne peut plus lui demander de prouver qu'il est béninois. Sauf si on met en doute la structure de délivrance du passeport. Aujourd'hui, avec la carte d'identité biométrique, nous avons beaucoup évolué dans l'état civil. Donc c'est vraiment une incohérence en 2022 de demander à un candidat de fournir comment on appelle, la carte d'identité biométrique et le certificat de nationalité et l'acte de naissance. Qu'est-ce qu'on veut vérifier avec ces 3 éléments-là? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Donc, ce n'est pas le fait d'élever la voix qui a fait défaut. Hein. Je l'ai fait la dernière fois. On m'a dit non, que c'est la loi. Nous, on applique la loi. Et je suis allé jusqu'à leur dire que nous sommes des hommes. Nous sommes des humains. Si la loi nous demande d'aller nous jeter à la mer, si au moment où on votait la loi, on s'est trompé pour dire, bon, les Béninois doivent aller se jeter à la mer. Est-ce que tout le monde va aller se jeter à la mer parce que c'est écrit dans la loi? Non. Donc, ce débat sera fait devant la Cour et je pense que cet arrêt de la Cour constitutionnelle va nous permettre d'évoluer vraiment dans ce pays. L'idée centrale, c'est, disons, d'arriver à faire toiletter, disons, le code électoral. La Cour constitutionnelle au Bénin, jusqu'à nouvel ordre, a un pouvoir de régulation. D'accord? Au moment où le code électoral était en train d'être voté, peut-être qu'il y a plusieurs choses. Par exemple, toutes les pièces que l'ANIP délivre aujourd'hui, on n'en avait pas connaissance en ce moment-là. Donc aujourd'hui, comme il y a eu cette évolution-là, on a 2 possibilités. Soit de retourner à l'Assemblée nationale. Bon, on n'a même pas voulu retourner à l'Assemblée parce que nous sommes des hommes. D'accord? Il n'y avait pas la carte d'identité biométrique.
On peut dire avant que nous n'avons pas confiance dans notre état civil, quelqu'un peut, etc. Mais aujourd'hui où on est sûr que les documents délivrés par l'ANEP sont des documents de qualité, on peut prendre la Sénat même à son niveau peut prendre la liste des pièces. Pour dire, celui qui a la carte d'identité biométrique, pour l'avoir, il a dû remettre, comment on appelle, à l'ANEP, la preuve qu'il est béninois. Donc on n'a plus besoin de demander le certificat de nationalité. On n'a plus besoin de lui demander l'acte de naissance, sauf si sur la carte d'identité biométrique, la date de naissance n'est pas renseignée. Parce que vous savez que pour être candidat aux élections, comment on appelle, législatives, il faut être âgé d'au moins 25 ans. Donc, la Sénat doit pouvoir vérifier ce critère d'âge là. Donc, pour vérifier le critère d'âge, il faut avoir un document qui renseigne sur l'âge du candidat. Si sur la carte d'identité biométrique, on ne renseigne pas la date de naissance, je suis d'accord que, en plus de la carte d'identité biométrique, on demande la date de naissance. Mais si jamais la date de naissance est renseignée, on n'a plus besoin. Donc, c'est des choses comme ça que moi je souhaite que la Cour nous aide à avoir pour que nous puissions ne plus transformer la Sénat à une décharge sauvage. Décharge sauvage parce que toutes les paperasses inutiles qu'on demande aux partis politiques de fournir et que nous allons déverser à la Sénat, ça pollue la Sénat inutilement. Vous êtes devenu écologiste. Ben, vous-même, vous avez le devoir, parce que la Constitution de notre pays assigne à chaque Béninois le devoir de protéger notre environnement. C'est cela. Donc, allez jeter des papiers qui ne servent à rien, déclaration sur le base, voilà. La Sénat demande, comme pièce qui n'est pas prévue, comme on appelle dans le code électoral, que chaque candidat fournisse une déclaration sur l'honneur prouvant qu'il ne se trouve dans aucune condition d'inéligibilité prévue par la loi. D'accord? Une déclaration sur l'honneur. Donc, dans aucune condition d'inéligibilité. Si la déclaration sur l'honneur suffit à la Sénat de s'assurer que le candidat ne se trouve dans aucune condition d'inéligibilité, pourquoi la Sénat demande certificat de nationalité? Pourquoi la Sénat ne demande pas à ce niveau-là une déclaration sur l'honneur prouvant que le candidat est de nationalité béninoise? Pourquoi la Sénat ne demande pas une déclaration sur l'honneur prouvant que le candidat est à jour vis-à-vis du fils? Pourquoi la Sénat ne demande pas, comment on appelle, une déclaration sur l'honneur prouvant que le candidat réside au Bénin? Donc, la loi a énuméré les pièces. La Sénat n'a pas le droit, en tant qu'une institution de gestion, d'accord, n'ayant aucun pouvoir législatif, n'a pas le droit d'ajouter des pièces qui ne sont pas prévues. Moi, je n'ai vu dans le code électoral aucune trace de déclaration sur l'honneur. Aucune. Il y a d'autres pièces que je n'ai pas vues dans le code électoral que la Sénat a demandé. Et je vous ai dit que sur 12 pièces demandées par la Sénat, il n'y a que 3 qui sont prévues conformes dans le code électoral. Alors, Jacques Ayadji, on se rend compte que le parti Moual Bénin est à l'avant-garde quand même sur ces questions liées au processus électoral. Mais la question c'est de savoir, est-ce que vous êtes soutenu dans cet élan par, disons, d'autres partis aussi qui ont envie d'avoir une élection, disons, ouverte, une élection saine? Bon, moi, notre démarche, ce n'est pas pour une élection ouverte, hein, mais il faut que tout le monde respecte la loi. Notre démarche, c'est cela. Et nous ne devons pas être seuls à faire ce travail-là. Mais les partis politiques aujourd'hui que j'observe au Bénin, c'est qu'ils ne regardent pas ces trucs-là. L'essentiel pour eux, c'est d'être bien, je parle des candidats, hein, c'est d'être bien positionné sur une liste et de se faire élire député. Le reste, ils s'en fichent. Sinon, le travail que moi, Bénin, a fait aujourd'hui, là, tous les partis politiques devaient avoir fait ça. Et nous ne devons pas être les seuls à saisir la Sénat pour demander la clarification. Parce que personne, si c'était une épreuve là, personne ne peut la traiter. Personne ne peut traiter cette épreuve ou dans laquelle on demande une pièce et son contraire. Parce que lorsqu'on demande
comment on appelle, la carte d'identité biométrique, ou le CIP, c'est qu'on a demandé l'acte de naissance sécurisé. Et quand on demande l'acte de naissance sécurisé, on ne peut plus demander l'extrait d'acte de naissance, parce que ces deux pièces sont contradictoires et l'une annule l'autre. Donc, un parti politique qui est dans une posture de bien préparer sa déclaration de candidature est obligé de faire. Nous sommes seuls malheureusement aujourd'hui. C'est pourquoi si vous m'avez suivi dans mon émission le week-end, j'ai bien lancé un appel à un creuset de concertation des partis politiques pour régler ces problèmes-là. Parce qu'il faut qu'on avance dans le pays. Un creuset qui regrouperait partis d'opposition, partis de la tous les partis politiques. Okay. Tous les partis politiques. Voilà, nous voulons aller aux élections. Voilà ce que la loi prévoit. On s'assoit avec le Sénat, comme nous sommes tous là pour appliquer cette loi-là. Comment on applique cette loi-là? Vous rappelez que la Sénat, en 2019, a pu, comment, je ne sais pas si en 2019, en 2000 ou en 2020, je ne sais plus quand, mais en 2019, a pu, comment on appelle, trouver des fautes mineures et des fautes majeures. Ce qui n'est pas normalement admissible. Parce que pour vous êtes enseignant, vous voulez vous donner une épreuve, il faut que tout le monde sache comment l'épreuve sera corrigée avant qu'on ne commence. Ce n'est pas en plein processus de correction qu'on dit oui, moi je tolère ça, mais je ne tolère pas ça. Donc on doit pouvoir poser les questions pour que l'enseignant nous dise voilà, pour que les partis politiques sachent à quoi s'en tenir. Vous pensez que vous serez écouté par les autres chefs de parti pour peut-être organiser une clinique électorale avant le scrutin? Je ne parle même pas forcément pour ces élections. Je parle de façon générale. Il faut un cadre de concertation parce que nous avons besoin d'évoluer dans le pays. On ne peut pas tous les 4 ans, tous les 5 ans faire les mêmes choses dans le pays. Non. Moi, je ne. Et puis ce qu'on dit, c'est un appel que nous avons lancé, ça peut être entendu ou non. Mais l'essentiel, c'est que Moël Béné aurait pris date. Vous avez l'impression que c'est Moël Béné seul qui est le parti politique au Bénin aujourd'hui. Parce que nous sommes les seuls à poser les problèmes. Nous sommes les seuls. On dit, mais pourquoi ils ont écrit à la Sénat? Pourquoi comme si écrire à la Sénat, là, c'est un problème. On nous a donné un document, on n'a pas compris le document, on demande à avoir la clarification, on dit pourquoi, et la Sénat même refuse, nous opposons un refus. Ça, c'est une violation flagrante de l'article. Vous pensez que cette fin de non-recevoir, c'était comme un mépris vis-à-vis de Moël Bénin? Non, même c'est plus grave que ça. C'est la violation de la Constitution, c'est la violation de l'article 35 de la Constitution. Parce que lorsque vous êtes investi d'un pouvoir public, d'accord, vous êtes un agent public, là, vous êtes obligé d'exercer vos fonctions avec probité. Et cette manière de faire, c'est tout sauf la probité. Parce que lorsque on vous écrit, même si les questions sont bêtes, là, on dit qui signe le secrétaire résident en le maire ou l'ANIP. La Sénat nous dit, si la loi a prévu que ce soit le maire, la Sénat dit, conformément à la loi, c'est le maire qui signe. Simplement. Mais nous dit non, nous on ne fait que appliquer la loi, allez lire la loi. Si c'était ça, pourquoi la Sénat ne laisse pas la loi organiser les élections? La loi comme, on ne sait pas quoi là, un truc inerte là, ne laisse pas la loi organiser les élections. Non, il doit nous répondre. C'est un déni de responsabilité. C'est pas du tout une bonne chose. Très bien. C'est pourquoi nous sommes allés devant la Cour. Alors nous sommes suspendus en l'état actuel de la question, donc au verdict de la Cour, notamment après donc le contradictoire, disons, qui aura certainement lieu dans les locaux de la Cour. Mais je voudrais lancer aussi un appel à la presse. Faites votre travail de quatrième pouvoir. Parce que s'il y avait une presse, parce que je dis des choses, vous vous fâchez contre moi, mais souvent j'ai pas le choix. Ce débat-là, ça doit être saisi par des éditorialistes. Voilà ce que moi dit, voilà ce que la Sénat dit, voilà la position des médias. C'est comme ça, les acteurs politiques craignent les médias.
Nous avons au Bénin des médias qui laissent le champ libre aux acteurs politiques que nous sommes. Si nous savons qu'il y a devant nous des journalistes qui peuvent prendre des éditoriaux pour nous dénoncer, on ne serait pas en train de nous comporter comme ça. La Sénat ne serait pas en train d'inventer des pièces qui ne sont pas prévues. Qu'est-ce qui coûte à OCAFM, votre rédaction ici, de prendre, comme on appelle, la décision de la Sénat qui énumère les pièces, de prendre le code électoral qui énumère les pièces, de faire le croisement pour faire une opinion que vous partagez avec les, comment on appelle, les populations. Faites-le. Faites-le, vous allez voir que... Nous avons quand même, Jacques Ayadji, je sais que vous êtes, disons, assez très proche des médias, je le sais très bien, mais je vous informe aussi que les médias ont un agenda. Et comme vous avez votre agenda, je vous informe qu'à Océan, les questions qui touchent aux élections, nous nous en préoccupons. Il y a un dossier que nous initions aussi en la matière. Donc peut-être que la presse fait des efforts, peut-être que vous les attendez à des carrefours auxquels ils ne sont pas toujours, mais je vous informe qu'il y a des journalistes qui s'intéressent à ces questions. Mais aujourd'hui, un débat est sur la place publique. D'accord? Un débat est sur la place publique. C'est ce qu'on appelle l'actualité dans votre métier. D'accord? La Sénat sort une liste. Un parti politique dit que la liste là, que la Sénat a sorti n'est pas conforme à la loi. Que sur 12 pièces exigées par la Sénat, il n'y a que 3 dans le code électoral. Il y a 9 autres qui sont soit non prévus ou bien non conformes. Mais c'est de l'actualité. Oui. Et c'est justement dans ce cas que nous recevons. Si moi j'en parle. Voilà. Nous offrons aujourd'hui un plateau pour justement informer ceux qui nous écoutent. Oui, si moi j'en reparle, alors que je suis l'auteur d'une thèse contre une autre thèse de la Sénat, si c'est moi qui viens en reparler, je suis en position de juge et partie. Donc je ne suis pas dans le confort. Les essais que j'ai fait ce soir, je ne suis pas dans le confort. C'est comme si je suis venu me défendre. Moi, je n'aimerais pas jouer ce rôle. J'aimerais qu'une tierce personne prenne les 2 documents pour, comment on appelle, pour éclairer. Parce qu'on va dire que oui, est-ce que moi, le Bénin, bon, qu'est-ce qu'ils ont? Est-ce qu'ils sont fous? Non. Alors, et ce n'est pas seulement sur comment on appelle, sur ce sujet. Il y a plein d'autres sujets. Alors, je vous demanderai de prendre date. Et comme vous voulez en position donc de neutralité, écouter un peu ce que les médias disent et les acteurs disent, je vous demanderai donc de prendre date. Et je vous ferai le devoir de vous communiquer incessamment les heures d'écoute pour pouvoir suivre un peu les commentaires qui se feront et les discours qui se tiendront donc sur la démarche de Moël Bénin en comparaison avec ce que dira la Sénat. Qu'est-ce que nous on a fait? Quand la Sénat nous a demandé d'aller lire la loi, nous sommes allés lire la loi. On a fait un tableau comparatif. Les pièces prévues par le code électoral, les pièces prévues exigées par la Sénat, et en observation, si la pièce qui est dans le code électoral est conforme avec celle demandée par la Sénat, nous mettons RAS. Rien à signaler. Là où il y a problème, on dit le problème qu'il y a. Donc c'est un document élaboré de sorte que... C'est une méthodologie. Oui, sa lisibilité, là, ça coule de source. Donc, moi, c'est un appel que je lance. Et cet appel, ça n'arrange pas l'acteur politique que je suis. Parce que je veux avoir devant nous, là, des gens très rigoureux pour nous assagir. Parce qu'aujourd'hui, nous avons un boulevard devant nous qui nous permet de faire ce qu'on veut. Très bien. C'est pas bien. Alors, nous allons progresser dans cette émission, Jacques Ayadji. Dites-nous rapidement quels sont les critères qui présideront donc au choix des candidats à positionner sur votre liste. Non, mais pourquoi voulez-vous que moi je parle des critères ici? Non. Parce que les populations ont toujours fait le procès aux acteurs politiques. Il y a un instant, vous disiez, écoutez, les médias ne jouent pas forcément correctement leur rôle. Vous les attendiez à des carrefours, ils ne répondent pas toujours. Voilà un chantier sur lequel nous nous trouvons. On se demande, nous sommes à un peu moins de 12 semaines d'une élection majeure. Personne ne sait pratiquement qui sera positionné et en fonction de quoi les partis veulent désigner ces personnes. Ces personnes sont porteurs ou bien porteuses de quel type d'idée réellement? On n'en sait absolument rien. Non, là, si vous dites ça, vous n'êtes pas juste.
Vous pensez? Tout ce que vous avez dit est juste, sauf le dernier pan. Vous ne savez pas ce qu'on va faire à l'Assemblée nationale. Non, pas ce que vous voulez faire à l'Assemblée. Oui. Les personnes que vous avez voulez... non, vous avez dit les personnes, je suis voilà. d'accord. L'essentiel, ce ne sont pas les personnes. Non. L'essentiel, c'est que chaque parti politique, chaque liste, qu'est-ce que nous voulons aller faire à l'Assemblée nationale? Quelle est l'offre de législature? Jusqu'à date là, nous sommes là, nous avons présenté notre offre. Et ça fait depuis des mois que nous présentons cette offre-là. Mais il n'y a pas grand monde qui nous suit sur ce terrain-là. Les autres, ce qu'on observe chez eux, c'est comment faire pour être mieux positionné. C'est comment faire pour être élu. Mais s'ils sont élus, c'est pour aller faire quoi? Moi, Bénin, je sais que vous savez notre offre de législature, vous le savez, non? Mais rappelez-nous les axes majeurs de cette offre-là. D'abord, les positionnements. J'en parle un peu avant de rentrer dans l'offre. Nous, notre objectif global, c'est d'avoir présenter au peuple béninois une liste qui reflète la population béninoise. Parce qu'on a dit que l'Assemblée nationale est la représentation du peuple. Ça veut dire que nous devons, à terme, avoir à l'Assemblée nationale toutes les catégories de Béninois. Donc c'est pourquoi moi, Bénin va proposer au peuple béninois la liste dénommée le Bénin inclusif. Ça veut dire que vous verrez toute catégorie de Béninois sur notre liste. De sorte que si on dépose un projet ou une proposition de loi sur la table de l'Assemblée nationale, il y aura dans l'hémicycle un sachant qui doit être la lumière des autres pour que nos lois soient des lois de qualité. Si nous voulons par exemple légiférer sur le commerce, il faudrait qu'un acteur chevronné du commerce soit à l'Assemblée nationale. Donc c'est comme ça nous allons faire notre liste. Vous verrez des artistes sur la liste de Moël, vous verrez des personnes en situation de handicap sur la liste de Moël, vous verrez des gens qui sont lettrés sur la liste de Moël, vous verrez des gens qui ne le sont pas. Donc on aura le Bénin inclusif. Donc voilà les critères globaux de positionnement des gens sur notre liste. Je ne vous dirai pas quelqu'un sera premier, deuxième, parce que moi le Bénin, je vais rentrer un peu dans l'offre de législature. Est-ce que vous savez que moi le Bénin est contre le scrutin de liste? Mais ça fait un moment que vous défendez cette idée. Voilà. Le scrutin de liste, c'est une escroquerie. Parce que l'électeur qui sort de sa maison pour aller déposer son cachet sur un logo ne sait pas pour qui il vote. Ne sait pas pour qui il vote. Et ce que nous observons et qui fait que nous voulons, si jamais le peuple nous faisait confiance, et nous allons à l'Assemblée nationale, nous allons travailler pour mettre fin au scrutin de liste, pour remplacer par un scrutin uninominal à 2 tours, ou à défaut, maintenir le même scrutin de liste, mais avec comme circonscription électorale les communes. Pourquoi nous disons ça? Prenez une liste, par exemple, on met en tête de liste quelqu'un qui est d'une commune, il est en tête. Et dans sa commune, le parti qu'il a positionné en tête de liste est battu à plate couture. D'accord? Mais on met quelqu'un d'autre en deuxième position sur la liste, et vous l'allez dans la commune de cette deuxième personne, le parti remporte haut les mains le suffrage. Si au soir du scrutin, on fait le point, et ce parti n'en doit qu'à un seul siège, celui qui remporte le siège, c'est qui? C'est celui qui est rejeté dans sa commune, et celui qui perd, c'est qui? C'est celui qui, par son comportement, a pu drainer du monde. On ne peut pas continuer avec ce scrutin. Donc, voilà un projet de Moël Bénin. Modifier le code électoral pour que le scrutin législatif ne soit plus un scrutin de liste. Quand bien, mais ou bien, si on ne peut pas faire autrement et que on doit maintenir le scrutin de liste, on va revoir la taille de la circonscription électorale pour que ça ne soit plus un ensemble de communes. Parce qu'il faut soumettre les gens au suffrage des gens au milieu desquels ils vivent. Parce que ces personnes-là qui les connaissent mieux que quiconque.
Au lieu de faire un assemblage de communes, nous allons refuser cela par une modification du code électoral. Donc voilà un axe sur lequel nous allons travailler. Deuxièmement, il faut que les Béninois de l'étranger soient représentés à l'Assemblée nationale. Parce qu'aujourd'hui, nous avons 24 circonscriptions électorales. Si le peuple béninois fait confiance à moi, Bénin, et nous avons des députés à l'Assemblée nationale, nous avons créé 5 nouvelles circonscriptions électorales pour qu'au total, nous ayons 29. Pour que chacun des continents ait une circonscription là-bas. Et au total, nous voulons qu'on accorde 10% du nombre de sièges à nos, comment on appelle, à nos compatriotes qui vivent à l'extérieur. D'accord? Nous ne sommes pas d'accord que le français soit la seule langue qu'on parle à l'Assemblée. Donc, nous allons modifier le règlement intérieur pour que chaque député s'exprime dans sa langue. Vous voulez, disons, vous occuper des sujets quand même qui fâchent, hein, des sujets de crispation, les affaires de langue. C'est pas des sujets qui fâchent. Nous voulons que le Bénin soit le Bénin. Que on dit que l'Assemblée nationale, c'est la représentation du peuple, et on parle que français. Et dans le même temps qu'on parle que français, on fait une rediffusion en direct des débats de l'Assemblée sur la radio hémicycle. Donc quelqu'un qui est dans son village et qui est intéressé par ce qui se passe à l'Assemblée nationale, s'il ne comprend pas français, c'est foutu. C'est discriminatoire. C'est discriminatoire. Donc nous voulons agir sur ces trucs-là. Nous voulons la préférence nationale. Si nous allons à l'Assemblée nationale, nous allons modifier le code des marchés publics pour que une entreprise étrangère qui veut venir avoir des marchés au Bénin, il faut obligatoirement s'associer avec une entreprise béninoise pour le transfert des compétences. C'est ce que les Chinois ont fait pour tenter de dépasser le monde d'aujourd'hui. Donc, nous avons tellement de choses, et je ne vais pas dévoiler tout notre projet. Nous ne sommes pas d'ailleurs en campagne. Si je voulais dire que le Moyen Bénin est un parti qui est respectueux des textes de la République. Nous attendons le moment venu. Encore que si nous allons à l'Assemblée, nous allons travailler pour que la campagne puisse se dérouler tout le temps. Parce que on a fait tellement les choses que on ne permet pas au peuple de mûrir son choix sur la base des offres. Parce qu'on dit que c'est 15 jours. En 15 jours, c'est impossible à un parti politique de présenter, comme on appelle... Là, je suis heureux parce que là, en fait, au moins, je me retrouve en accord avec vous sur un sujet qui a été longtemps débattu dans les médias, sur lequel on est revenu essentiellement parce que beaucoup de partis se réfugient sous ces 15 jours. Et c'est la propagande. La propagande ne permet pas forcément vous voyez, aux États-Unis, aux États-Unis, la campagne se fait tout moment. Et j'en aurai fini quand je vous parlerai de modèle démocratique de notre pays. Si nous, le peuple béninois, nous fait confiance et que nous allons à l'Assemblée nationale, nous n'allons pas terminé 2026 là, avec la République que nous avons créée à la Conférence nationale. Parce que c'est une République qui aliène notre pays. Il faut travailler à ce que cette République change. Parce que la Conférence nationale, nous avons rédigé le programme d'aliénation de notre pays, et c'est ça qui... Une nouvelle révision de la Constitution. Bien sûr, si Moyen Bénin a des députés à l'Assemblée nationale, nous allons travailler pour changer le modèle démocratique qui est en cours dans notre pays, pour avoir finalement un modèle démocratique adapté, et comme on l'appelle, à notre pays. Ce que nous avons là, qui est copié de quelque part et qui n'est pas adapté à nous, c'est ça qui fait que on ne bouge pas. La démocratie à l'occidentale, c'est pas une démocratie qui sied à notre pays. D'abord, le Bénin n'est pas un pays démocratique. Le Bénin n'est pas un pays démocratique. Comment? Il faut pouvoir le dire et le marteler. Nous sommes quel type de pays alors? Nous sommes un pays de pseudo-démocratie. Pseudo-démocratie. C'est-à-dire, il faut à un moment donné que nous puissions faire ces débats de fond. Parce qu'on fait une démocratie de façade. L'électeur béninois, est-ce qu'il comprend le sens du vote et qu'il fait? Est-ce que c'est normal que tous les Béninois aient le droit de vote? Est-ce que c'est normal? Le pouvoir que... Vous l'excluez des Béninois du droit de vote? Bien sûr. Bien sûr.
je le dis et je l'assume. Est-ce que nous ne risquons pas de retrouver dans une période censitaire? Non, mais... Avec le vote où on exclut une partie, non, ce que je dis, moi je pense que quand j'aborde ces questions de fond, il ne faudrait pas les voir de façon superficielle. Le pouvoir que la République du Bénin a donné aux citoyens, même la plus vieille démocratie du monde n'a pas donné ce pouvoir aux citoyens. Aux États-Unis, le président de la République n'est pas choisi par le citoyen. Ce n'est pas le vote populaire aux États-Unis qui choisit, comment on appelle, le président de la République aux États-Unis. Est-ce que vous savez ça? Que c'est un suffrage universel indirect. Que aux États-Unis, on voit que le poste de président est un poste suffisamment important qu'on ne peut pas le laisser, comment on appelle, au choix, n'est-ce pas, de citoyens lambda. Sinon, Hillary Clinton aurait été président des États-Unis. Si c'était le vote populaire, si les États-Unis étaient le Bénin, le président des États-Unis à la part de Donald Trump serait, comment on appelle. Donc je vous dis, si vous observez ce qui se passe dans le pays, ou à la veille des élections, les acteurs politiques font ce qu'ils appellent le porte-à-porte. Je ne sais pas si vous savez ce qu'ils appellent le porte-à-porte. Vous savez ça? Vous êtes un acteur. Dites-nous comment ça se passe. Moi, je viens de m'inviter dans l'arène politique. Mais vous n'êtes pas aussi né de la dernière parce que je me suis engagé à ne pas faire la politique, parce que la politique n'est pas une bonne chose. Si finalement je l'ai fait, ça veut dire que je suis révolté. Et vous allez voir que les propos que je tiens, les discours que je tiens ne sont pas des discours ordinaires d'acteurs politiques. Qu'est-ce que moi j'observe pendant les élections? Les populations dans les villages, la veille des élections, souvent les samedis, puisque les élections ont lieu dimanche, ils laissent ouvert leur portail, ils laissent ouvert leur porte. Et pourquoi ils font ça? Parce qu'ils savent que la nuit profonde, les gens viennent avec du cube, avec du sel, avec de l'argent pour dire, et sort, nous-mêmes, il a sorti. Donc si dans cette attente, quelqu'un ne reçoit pas la visite, vous savez ce qu'ils disent? Est-ce que je peux dire ça en fond? Ce qu'ils disent, vous savez? Oui, allez-y. Ah, on doit nous sortir car mais des bois, combien? Ils m'ont quoi des choses, mais ils m'ont carré voter. D'accord? C'est-à-dire, j'ai laissé mon portail ouvert, espérant que les gens viendront me donner du cube, de sel, de l'argent. Je n'ai reçu aucune visite. Conséquent, je n'irai pas voter. Et ça là, vous appelez ça la démocratie? Vous appelez ça la démocratie? Dans quel pays du monde de démocratie vous voyez qu'à la veille des élections, les gens quittent leur parti pour aller dans un autre? Dans quel pays, dans quelle démocratie? En France, en Allemagne, aux États-Unis, ailleurs, avez-vous vu qu'à la veille des élections, les gens quittent leur parti pour aller chercher des positionnements d'autres partis? Ce n'est pas aussi, puisque là, vous parlez donc de ce que nous observons depuis quelque temps. Non, j'ai parlé de ce que nous observons depuis quelque temps. En parlant des mouvements, mais le fait que je dis que j'ai laissé ma porte ouverte, chose là, ou bien, bon, j'ai vu personne ne va pas voter. C'est une vieille pratique. Une vieille pratique. L'achat des consciences, la convention électorale. Donc, vous pensez que ça c'est la démocratie, ça? Vous pensez que c'est la démocratie? Nous faisons de la pseudo-démocratie. Donc, il faut que nous nous asseyions là. Nous faisons de la démocratie de façade. Donc, si moi, le Bénin est à la faveur du peuple et va à l'Assemblée nationale, nous allons travailler pour que on change ce modèle démocratique. Très bien. On dit au Bénin, vous savez ça? Et dans ce même Bénin, on veut qu'un président de la République soit élu pour 10 ans. Vous ne voyez pas que c'est nous-mêmes qui nous créons des problèmes. C'est dans notre culture ça. D'accord? Si on a une culture comme ça et qu'on veut mettre en place un modèle démocratique, on tient compte de ça. C'est pourquoi en Angleterre, les gens n'ont pas honte d'avoir une monarchie. Ils sont là aujourd'hui et ils sont respectés. En Belgique, nous en avons. Ailleurs, vous voulez transformer la forme républicaine en une monarchie? Je n'ai pas dit ça. Avec l'extension ou bien des mandats, du plafonnement des mandats? Je n'ai pas dit ça. J'ai dit simplement que il faudrait que nous puissions réfléchir nous-mêmes pour avoir un modèle démocratique adapté à notre culture. Et j'ai donné seulement quelques exemples. Et quelques exemples, ça ne s'impose pas. Voilà ce que je dis. Très bien. Alors, vous évoquez la question il y a un instant
depuis quelque temps, là, nous parlons cette fois-ci de la réforme du système de partisans. D'aucuns disent que cette réforme, elle est éprouvée avec, les vagues de démission, d'adhésion, de dissolution, de fusion des différents partis politiques, avec une vague migratoire des acteurs. Vous évoquez un instant le fait qu'à la veille d'une élection, des acteurs quittent leur parti pour sauter pieds et mains dans un autre parti. Je sais que au sein de votre parti politique, vous avez pris une décision récemment pour peut-être interdire les démissions à 6 mois ou à 1 an. Si je me trompe, vous me rectifiez. Bon, vous savez, moi, Bénin, c'est un parti... Je ne peux que parler comme ça. Nous avons une charte des partis politiques qui a édité le principe de la liberté des adhésions et des démissions. D'accord? Et en même temps que ce principe a été posé, la charte a dit que chaque parti politique organise les conditions d'adhésion et de démission. C'est ainsi qu'en 2018, dont on a pris des décisions toutes récemment, c'est pas ça. En 2018, quand on mettait Moël Bénin sur les fonds baptismaux, nous avons fait des tests de statut et règlement intérieur pour organiser les adhésions et les démissions. Alors, pour adhérer à Moël Bénin, il faut fournir un certain nombre de pièces. Et lorsque vous y adhérez, vous n'avez pas le droit de démissionner moins d'1 an avant. C'est-à-dire, si Joël, vous décidez de rentrer à Moël Bénin aujourd'hui jusqu'au le 22 septembre, les tests de Moël Bénin qui vous seront présentés, qui vous seront rappelés avant que vous ne posez l'acte, on dit attention, cher ami, vous voulez prendre la décision d'adhérer à un parti, mais si on rentre ici, on ne sort pas moins d'1 an avant. Aussi, si on est dans Moël Bénin, on ne sort pas moins de 6 mois, à moins de 6 mois avant une élection, comme on l'appelle, constitutionnelle. Pourquoi nous avons mis Pourquoi? Parce que c'est comme si on a des prisons, on a érigé des digues pour enfermer le militant. Non, ce n'est pas ça. C'est pour éviter ce que nous voyons maintenant. C'est pour éviter. Moël Bénin a été visionnaire. C'est pour éviter ça. Les gens disent non, pourquoi on est libre de parti comme on veut. Non, un parti politique, c'est d'abord une association de 1901. Donc on peut, comment on appelle, organiser, on peut avoir des dispositions propres au parti politique. Aujourd'hui, si, je ne sais pas de quelle religion vous êtes, mais si vous décidez, en sortant de cette émission, de rentrer dans une église de christianisme céleste, vous êtes obligé de vous déchausser. Oui ou non? Vous vous déchaussez. Ça ne veut pas dire qu'en vous déchaussant, on viole vos droits. C'est que vous avez décidé de rentrer dans une organisation où la règle est de se déchausser. De la même manière, pour entrer à Moël Bénin, bien que la démission et l'adhésion soient libres suivant la charte des partis politiques, la même charte des partis politiques a laissé le soin, dans un article, je ne l'ai pas ici, à chaque parti d'organiser comment on adhère et comment on démissionne. Donc c'est comme ça Moël Bénin a organisé. Si quelqu'un n'est pas d'accord avec cela, il n'adhère pas à Moël Bénin parce que ce n'est pas une obligation d'adhérer. Donc si nous avons mis ce truc de 6 mois, c'est pour éviter ce qui se passe là. Si tous les partis politiques avaient fait ça, on ne serait pas en train d'observer et même dans l'esprit de comment on appelle de l'UEMOA. Vous avez vu qu'on a dit que les lois électorales ne sont pas modifiables à moins de 6 mois de sélection. Pourquoi on a dit ça? C'est pour éviter la pagaille et le désordre que nous sommes en train de, comment on appelle, de vivre maintenant. Lorsque un parti politique, c'est comme une famille biologique. Un parti politique, c'est comme une famille biologique. Ma famille biologique est liée par le sang, mais le parti politique est lié par l'idéal. C'est pas parce que vous appelez la famille Chobé, c'est ça? Chobé, et que vous avez un différend avec un membre de votre famille, d'accord, que vous avez démissionné de la famille pour devenir Ayadi, pour aller dans la famille Ayadi parce que vous avez des problèmes avec des membres de votre famille. Ça ne se passe pas comme ça. Je peux trouver quand même peut-être vraiment de l'accueil
chez vous, chez la famille. Mais ce n'est pas possible, ce n'est pas possible. Lorsque vous avez des différends dans votre famille, vous réglez ça dans la famille. Donc un parti politique, lorsqu'on y adhère, on n'y adhère pas pour les beaux yeux d'un homme. Parce que vous-même, en tant que militant, vous pouvez devenir président du parti. Donc si le président du parti a des comportements qui ne vous agréent pas, vous devez vous battre à l'intérieur du parti politique pour inverser les choses, pour que le rapport de force change, plutôt que de quitter et d'aller ailleurs. Donc ce qui se passe là, moi je voudrais prier les partis politiques d'arrêter ce désordre. Ça n'honore pas, ça ne nous honore pas, ça n'honore pas. Vous voyez des mains derrière ça, c'est ça? Aucune main. Non, vous savez, le Béninois, en général, hein, c'est des choses, quand je vais dire, j'ai un peu peur parce que les gens, ils vous écoutent superficiellement. Ils ne rentrent pas dans la profondeur de ce que vous dites. Le Béninois est un peu égoïste. Vous savez ça? Mais il est pas égoïste. Donc les gens, ils veulent être députés. Tous les moyens sont bons pour être députés. Ils sont dans un parti politique. Ils se disent que bon, peut-être qu'ils ne seront pas bien positionnés, ou bien peut-être qu'ils ne seront même pas du tout positionnés. Ils vont quitter là pour aller ailleurs. Même il y a des gens qui, même la nuit de dépôt des dossiers à la Sénat, là, le dernier jour, là, ils vont taper, comment on appelle, la porte d'autres partis pour dire, ah, moi je n'ai pas été positionné chez moi, est-ce que vous pouvez me trouver une place ici? On doit continuer par faire des choses comme ça. Alors qu'un parti politique, c'est un ensemble de personnes qui sont liées par un idéal. Et ils travaillent pour, avec cet idéal-là, faire de la mobilisation pour conquérir le pouvoir afin de mettre cet idéal en œuvre. Mais le commun des mortels disent que on crée un parti politique pour conquérir et exercer le pouvoir d'État. Moi, j'ai dit oui et non. Oui, on crée le parti politique pour ça, mais il faut un préalable. C'est l'idéal. Pourquoi on se met ensemble? Quelle est la vision et le développement que nous avons pour notre pays? Vous avez cette vision, vous pouvez être 2, 3, 4, 5 pour avoir cette vision. Vous créez votre causée et vous commencez par faire de la promotion de cet idéal-là pour faire de la mobilisation afin d'atteindre le nombre suffisant pour conquérir le pouvoir. Vous allez voir des partis dans les pays de grande démocratie qui sont là pour les Verts, par exemple, les écolos. Ils ne sont pas nombreux, mais c'est pas pour autant que ils ne restent pas dans leur, comment on appelle, dans leur idéal, ne se battent pas. Et vous allez voir que au fil du temps, le mouvement prend. Mais on dit aujourd'hui, vous avez combien? Non. Les grands changements qu'il y a dans l'histoire de l'humanité ne partent jamais d'un grand nombre. Ça part toujours d'un petit nombre, d'un noyau de personnes déterminées, convaincues, qui arrivent à travailler, à faire la promotion de cet idéal-là. Vous voyez ce que les Saint Boîtiers sont en train de faire en Europe aujourd'hui. Au départ, ce n'est pas ça. Mais ils font de la mobilisation. Et les Saint Boîtiers ont déjà pris le pouvoir dans certains pays européens. La France ne va pas échapper à ça. Mais si ces gens-là s'étaient découragés pour dire, bon, nous sommes allés, on n'a pas... Non. La victoire à une élection n'est pas une fin à soi. Mais est-ce que aujourd'hui, nous parlons de ces démissions, adhésions et tout, même au sein de Moelle Béné, en début d'émission, nous évoquions les quelques départs intervenus, des personnes avec qui, Jacques a dit, vous avez quand même fait du chemin, vous pensiez quand même les connaître suffisamment, leur degré d'engagement, de militantisme, de croyance en cet idéal dont vous parlez, mais avec tout ce qu'on observe, est-ce que ce n'est pas... Le problème, ce n'est pas l'homme. La réforme, elle est actée au Parlement. Le chef de l'État a imprimé le rythme. Mais est-ce qu'au fond, ce n'est pas les hommes politiques qui sont en cause de la situation? Affirmatif. Et je l'ai dit dimanche dernier. Le problème, c'est l'homme. C'est l'homme. Sinon, le chef d'État a déjà eu le courage d'enclencher quelque chose. Nous devons l'aider à aller d'avant. Parce que je dis souvent que la réforme du système partisan est la réforme des réformes. Si cette réforme échoue, toutes les autres réformes vont échouer. Parce que la réforme du système partisan, c'est la réforme qui permet de faire le recrutement du personnel politique. Or, c'est le personnel politique qui va
mettre en œuvre les autres réformes. Si cette réforme échoue, nous allons mal recruter le personnel politique et donc les autres réformes vont échouer. Donc c'est le problème de l'homme. Je vous ai dit tout à l'heure que nous sommes égoïstes. C'est-à-dire le Badé Tchédjenambi là. Le Béninois ne sait pas, qu'on m'excuse toujours parce que je suis Béninois, je ne m'exclus pas. Nous ne sommes pas capables de nous mettre ensemble pour réussir. Mais ce que nous avons fait de bien, de mieux, c'est de tirer tout le monde comment on appelle vers le bas. Parce que lorsque vous entreprenez de tirer quelqu'un vers le bas, vous aussi, vous faites le même mouvement, vous reculez. Vous voulez pousser quelqu'un, vous montez aussi, mais nous ne savons pas faire le mouvement ascendant. Ce que nous savons faire au Bénin, c'est comment faire pour quelqu'un veut réussir, tu vois un bon journaliste, il fait bien ses émissions, au lieu que son collègue, son camarade le copie pour être aussi mieux que lui ou bien le dépasser, et puis bon, on va essayer de vous aider à venir en bas et le système va s'enrhumer. Donc ce n'est pas le problème d'homme, c'est pas le problème d'homme. Et c'est aussi le problème des chefs d'État que nous avons au Bénin depuis 90. Lorsqu'ils viennent, inclut Patrice Talon. Bien sûr. Lorsque les présidents viennent au pouvoir, les gens vont les entourer. Les gens qui pensent même qui ne sont même pas d'accord avec leur, comment on appelle, leur idéal, leur vision, donnent l'impression qu'ils sont d'accord. Ils vont autour d'eux, les étouffent, les font échouer et se mettent à côté pour dire oui et de renoncer. Vous avez tous ceux qui ont dit, ceux qui ont trouvé Yahi dans ce pays et qui l'ont conduit dans le trou. Ils sont où? Ils sont où aujourd'hui? Dites-nous, ils sont. Mais vous savez, les journalistes, ils sont encore autour du président. De la mouvance. Bien sûr. Est-ce que vous travaillez à dépoussiérer cet entourage du chef de l'État? Non, on ne peut pas. Les hommes peuvent changer. On n'a pas besoin de dépoussiérer. Je dis simplement, quand vous observez, ce sont les mêmes. Un président arrive, le dobodo de lui là. Vous comprenez? Dobo de lui. C'est ça qu'ils font. J'en ai entendu les gens qui disent que bon, si quelqu'un va ici, il va là-bas, etc. Ils sont où aujourd'hui? Vous voyez donc, notre pays a un problème. Est-ce que depuis son temps, s'ils n'ont pas changé, est-ce que c'est maintenant qu'ils vont changer? Non, ils ne pourront pas changer parce que ce n'est pas leur faute. La faute, c'est la conférence nationale. Je vous dis le truc, vous ne voulez pas comprendre. La faute, ce que nous vivons au Bénin là, c'est la conférence nationale. À la conférence nationale, nous avons cousu un habit qui ne nous sied pas. Nous nous sommes cousus un habit qui ne nous sied pas. Tant qu'on ne va pas comprendre ça là, on se met en train de, comment on appelle, de condamner les hommes. Non. Alors, Jacques Ayadji, dites-moi, est-ce que si des militants démissionnent d'autres partis, nous sommes à 3 mois du scrutin, et manifestent leur volonté d'intégrer le parti Moël Bénin, les accepteriez-vous? Bien sûr, pourquoi pas? Pourquoi pas, on va les accepter. Ce que nous refusons à Moël Bénin, c'est quoi? Nous refusons les adhésions collectives. Il n'y a pas d'adhésion collective qui soit. D'accord? Je ne sais pas si les partis politiques n'ont pas fait comme Moël Bénin. Parce que quand les gens viennent chez nous, des cas existent déjà où les gens quittent les partis pour venir vers nous. La première question que moi je leur pose en tant que président de Moël Bénin, quelles sont les conditions d'adhésion et de démission de votre parti politique? Quand je regarde et je vois qu'ils n'ont rien prévu pour ça, les gens peuvent démissionner. C'est comme Moël Bénin, si quelqu'un est dans Moël Bénin, il a fait plus d'1 an, et ne sont pas à moins de 6 mois d'une élection, il est libre de partir. Et s'il part, il peut aller où il veut. Donc si les gens quittent individuellement leur parti et qu'ils veulent adhérer à Moël, les portes de Moël Bénin sont ouvertes. Alors, ceux qui ont démissionné à moins de 6 mois de cette élection qui s'approche de Moël Bénin et qui ont quand même affirmé avoir adhéré à des partis, est-ce que vous les poursuivez, vous contestez le titre de militant des autres partis? Bien sûr, on conteste. D'abord, nous avons écrit à ces partis-là d'accueil pour leur dire, écoutez, il y a cette disposition chez nous. Donc, ceux-là qui disent qu'ils sont avec vous, en réalité, ils ne sont pas avec, ils sont nos militants. Ils sont toujours Moël Bénin. Donc, si ils prennent le risque de les positionner,
nous allons faire valider leur liste. Nous faisons ça pas parce qu'on a besoin de ceux qui sont partis, hein, mais pour le principe. Il faudrait que lorsque vous acceptez d'appartenir à un groupe qui a des tests, vous ne pouvez pas violer ces tests-là. Donc il fallait dire, je vais partir de Moël. Je sais que dans mon parti politique, on ne démissionne pas à moins de 6 mois. Donc si je veux démissionner, je vais m'arranger pour démissionner avant de rentrer dans cet intervalle. Ou bien si je ne suis pas sûr de moi-même, je ne vais pas adhérer à Moël Bénin à moins d'1 an d'une élection. Si tu adhères, tu dois faire au moins 1 an, tu dois boucler 1 an avant de partir. Donc les partis ont été prévenus. Nous avons prévenu la Sénat de ces cas-là. Nous avons prévenu les partis politiques d'accueil. Nous avons prévenu la Cour constitutionnelle. Si les militants de Moël Bénin qui ont démissionné dans ce... D'abord, la démission n'est même pas acceptée. On ne prend même pas ça au siège. Nous ne prenons pas. Parce que lorsque vous voulez démissionner, on regarde les conditions. C'est carrément un refus. Bien sûr, on est l'accusé de réception. Non, on peut prendre. S'ils ont leur carte, tout ça, ils donnent la carte. Mais le parti va répondre pour dire, bon, conformément à telle disposition des statuts, votre démission est rejetée. D'accord? Mais les démissions, comme nous avons eu ces derniers temps, les gens ne viennent pas déposer au parti. Parce qu'ils savent qu'ils ne peuvent pas venir déposer. C'est des démissions médiatiques. Médiatiques, ils font des photos ils balancent ça sur Facebook ou bien sur WhatsApp. Parce qu'ils savent que, conformément à nos statuts, il ne peut pas arriver de déposer ça. Alors, que pense Jacques Kayadji aujourd'hui, disons, des partis qui ont accepté d'aller dans une procédure de fusion, absorption, de fusion-création? Je pense notamment au parti PRD, l'SPRD, l'SUP, ils se sont mis ensemble. On vous a aperçu aussi dans la foulée au domicile de Maître Joseph Diogbenou. Vous étiez aussi le 21 août dernier au stade Charles de Gaulle de Porte-Novo. Vous avez d'ailleurs tenu un discours fédérateur à ce niveau. Mais après, on ne comprend pas... Qu'est-ce que vous appelez discours fédérateur? Vous avez quand même appelé, vous avez quand même dit que vous espérez que ce type d'union puisse perdurer dans le temps, si je ne me trompe pas. Voilà. Alors, après, on se demande, Jacques Kayadji pense quoi de ces mouvements qu'il y a? Parce qu'on se rend compte qu'aujourd'hui, ceux qui démissionnent fondamentalement, la grande partie dépose les valises à l'UP Le Renouveau. Bon, moi, je ne voudrais pas parler des autres partis politiques. Je veux faire un débat impersonnel. D'accord? Nous avons une charte des partis politiques en vigueur dans notre pays qui ne prévoit pas des fusions, qui ne prévoit pas des mises ensemble, qui ne prévoit pas des unions, qui ne prévoit pas. Donc, tous les cas que vous évoquez là, c'est de la tristesse. Parce que la tristesse. Oui, la tristesse. Moi, j'avais pensé que en ayant parlé de rupture en 2016, et surtout en ayant mis en chantier et mis en œuvre la réforme du CM partisan, on a fait dos à tout ça, à tout ce que nous voyons là. Si on devait être respectueux de la charte des partis politiques, on ne peut pas observer ce que nous sommes en train d'observer là. On ne verrait jamais Moël Bénin en train de faire une cérémonie de fusion avec un parti politique, parce que c'est illégal. Ce n'est pas prévu. Si un parti politique veut venir à Moël Bénin, il n'a pas 36 000 choses à faire. Une seule chose, il s'auto-dissout et laisse libre aux militants individuellement de venir à Moël Bénin, mais en tant qu'individu, mais pas en tant que groupe, parce que notre droit positif ne permet pas des adhésions groupées, des adhésions collectives. J'ai même entendu encore dans le week-end et dans mon département, les collines, les gens disent que nous, tant, militantes de tant, démission collectivement. Démissionnons pas collectivement. Ça ne veut rien dire. Et les gens jettent ainsi de l'opprobre sur notre pays. Ils sont en train de fossoyer la réforme du chef de l'État. Cette réforme qui va transformer notre pays. Ils sont en train de fossoyer ça. Et ce qui est malheureux, c'est encore nous qui sommes de la famille présidentielle, c'est nous qui nous comportons comme ça, et c'est vraiment dommage. Est-ce que vous pensez que vos camarades militants de la mouvance
n'ont pas réussi à intégrer vraiment cet esprit de la réforme du système partisan. Non, c'est une leçon non sûre. Leçon non sûre carrément. Leçon non sûre. Parce qu'on ne peut pas avoir maîtrisé les tenants et aboutissants de cette réforme du système partisan et faire ces va-et-vient là. C'est pour éviter ça, non? On a dit que les alliances sont interdites. C'est ça, non? C'est ce que la charte des partis politiques dit et c'est ce que le code électoral dit. Mais si je passe aujourd'hui, c'est quoi? Les gens préfèrent changer alliance par mariage, changer alliance par mise ensemble, etc. Non, c'est pas bien. Normalement, il faut que chaque parti politique là présente l'heure à laquelle nous sommes aujourd'hui, c'est l'heure de la présentation de chaque parti politique de son offre de législature. Jacques Ayadji, vous avez attaqué, vous avez porté des griefs contre la décision de la Sénat devant la Cour. Vous avez martelé dans ce studio que vous êtes légaliste, respectueux des tests, puisque vous décelez aussi, disons, un problème dans ces expressions mises ensemble, fusion-absorption, fusion-création, des adhésions groupées et tout. Pourquoi, je reformule autrement la question, est-ce que vous seriez peut-être prêt à aussi déférer devant, disons, qui de droit, ce dossier? Non, pour clarifier ce qui se passe au Bénin. Non, il ne va pas se donner cette tâche-là. Non, pas du tout. Ça ne nous intéresse pas. Ce que nous disons déjà, la dénonciation, ça suffit. Ça ne sert à rien de charger les sages de la Cour constitutionnelle à cet exercice. Ils sont là pour ça. Ils sont là pour ça. Oui, ils sont là, mais non, nous, on ne va pas prendre d'autres chapelles politiques donc à faire ce travail-là, parce que nous estimons que ce n'est pas la faute de ceux qui font ça. C'est la faute à notre modèle démocratique qui n'est pas adapté à notre pays. Lorsque vous confiez la garde, par exemple, du poisson fumé à un chat, si le chat consomme le poisson fumé, c'est pas la faute du chat. C'est la faute à celui qui a confié, n'est-ce pas, le poisson fumé au chat. Parce qu'on ne confie pas le poisson fumé à un chat. Donc notre modèle démocratique, là, ça ne nous convient pas. Il faut le changer. Et tant qu'on ne l'a pas changé, nous serons en train de voir ce que nous sommes en train de voir là. Et notre pays, nous serons dans un éternel recommencement à zéro. Et c'est dommage. Jacques Ayadji et Joseph Diogbenou, c'est une vieille amitié. Oui. Alors, qu'est-il allé chercher chez Joseph Diogbenou au confluent de l'actualité politique très mouvementée de ces derniers jours? Mais je ou moi, nous sommes des amis. D'accord? Je peux lui rendre visite quand je veux, où je veux. C'est pas un problème. D'accord? C'est parce que nous avons rendu ça public qui est votre problème. Il y a des centaines d'autres rencontres qu'on fait et personne ne le sait. Donc, je suis allé chez un ami. Il est devenu le président d'une formation politique. Et je suis allé l'encourager. Lui exprimer mes prières pour qu'il réussisse sa nouvelle mission à la tête de son parti politique. Et ce n'est que ça. On sait que Joseph Diogbenou, il est dans une phase vraiment prolifique de son arrivée à la tête du parti, avec, disons, tous ces militants qui viennent. Parfois aussi, lui-même, il va à l'abordage avec ses camarades du parti UP, le Renouveau. Est-il arrivé à mettre Joseph Diogbenou de vous demander, disons, de vous auto-dissoudre pour rentrer dans le parti UP, le Renouveau? Bon, ce que je dis avec un ami en privé, je ne me sens pas en devoir de le révéler sur en plus sur la antenne d'une radio. Donc je ne vais pas aborder ce sujet. Moi, le Bénin est-il prêt en tant que parti à aller dans une fusion? Mais vous, des solutions? Il semble que vous n'avez pas suivi l'émission qu'on faisait depuis, non? Non. C'est illégal. Oui, c'est illégal de se comporter, d'aller dans une fusion. Parce que la charte ne prévoit pas de fusion. La charte prévoit des partis politiques et indique comment créer un parti politique. Un parti politique, c'est 15 membres fondateurs comment on appelle, par commune. C'est tout, il n'y a pas de fusion,
absorption de ceci, les mots que j'entends ces derniers temps-là, non. Quittons donc les mots. Est-ce que Moël Bénin peut envisager demain se dissoudre? Demain quand? Bon, je pose la question comme ça. Oui, c'est possible, on ne dit jamais, jamais. Mais pour les élections de 2023, Moël Bénin veut y aller. Très bien. Pour savoir comment son discours a porté. Parce que ça fait 4 ans que nous tenons les mêmes discours. Nous n'avons pas encore eu la chance ou l'opportunité d'aller, comme on appelle, au contact de l'électeur pour savoir quelle est la proportion de Béninois qui se retrouvent en nos idéaux. Nous sommes intéressés de savoir cela. Donc, il n'y aura pas de dissolution avant janvier 2023. Mais l'histoire, on ne sait pas. Je ne vais pas me dire dans ce studio que jamais, non, je ne dirai pas ça. Mais il n'arrivera pas que Moël Bénin se fonde dans un parti politique. Non. D'accord. Alors, Jacques Ayadji, vous êtes le président du parti Mouvement des élites engagées pour l'émancipation du Bénin, Moël Bénin. Nous sommes au terme de cet entretien, de cette émission. Vous avez votre propos conclusif. Bon, je voudrais vous remercier pour l'intérêt que vous accordez à Moël Bénin. Remerciements à vos dirigeants ici de nous permettre de présenter nos valeurs au public. 90 minutes, c'est pas suffisant. Je sais que vous allez m'inviter assez souvent, ou inviter d'autres camarades du parti pour faire l'exercice. Je voudrais aussi saisir l'occasion pour lancer un appel à la classe politique, toutes tendances confondues, pour dire vraiment qu'il faut qu'on puisse tourner dos à ce que je vois là. C'est pas bien. En particulier à la mouvance présidentielle, aux partis politiques qui sont dans la mouvance présidentielle, je leur dis que nous avons le devoir de soutenir les actions du chef de l'État dans la fidélité, la loyauté, sans hypocrisie. Parce qu'il y a trop d'hypocrisie dans notre pays. Il faut qu'on arrête. Et enfin, je voudrais dire au peuple d'attendre quelques semaines. Nous allons présenter notre offre de législature et nous souhaitons que, bon, je ne vais pas faire ça parce que ça arrive d'être la campagne. Voilà. Donc, merci beaucoup et à très bientôt. Fidélité, loyauté sans hypocrisie, 3 mots que je retiens de votre propos conclusif, Jacques Ayadji, président du parti Moël Bénin, parti résolument tourné vers donc les actions du gouvernement de Patrice Talon, parti qui soutient bien entendu les actions du gouvernement. Vous êtes passé opiner dans notre studio ce matin sur ces questions qui touchent l'actualité politique mais également le processus électoral. Je retiens aussi qu'en janvier 2023, le parti Moël Bénin sera bel et bien présent au scrutin législatif. Chers amis auditeurs de la 88.6 FM, c'est déjà la fin de ce numéro. Devant ce microphone, Joël Tchogbe. On se retrouve dimanche prochain. À très vite. Est-ce qu'il a fait le bon choix? Est-ce qu'il a pris la bonne